Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour Fatia. Bonjour Laurent. Eh bien écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de la formation. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Oui, avec grand plaisir. Le plaisir est bien partagé de pouvoir se retrouver sur ce podcast. Alors, qui je suis ? Donc, Fatia Merchougui. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, Fatia, ça a une signification ouverture ou les clés. Alors, très souvent, voilà, je serait peut-être les clés pour ouvrir ou pour fermer selon vos projets. Eh bien, écoute, mon métier, c'est vrai que je suis formatrice consultante, mais lorsque j'interviens auprès de mon public, j'aime à dire que je suis une travailleuse du savoir. Je considère effectivement mon public comme déjà des sachants et qui viennent justement développer, redynamiser, évoluer leur savoir-faire ou savoir-être. Un peu plus de 15 ans dans le domaine de la formation. J'ai démarré d'abord dans la formation en entreprise, vois-tu, et puis à un moment donné, j'avais une problématique qui était que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les collaborateurs et collaboratrices que j'avais dans mes sessions de formation, donc en entreprise, pour un grand groupe, n'avaient pas le même degré, le même niveau de connaissance à la fin de mon intervention. Donc je me suis beaucoup questionnée et j'ai été revisiter ma boîte à outils. Et j'ai tout compris. Je faisais tout ce qu'il y a de anti-pédagogique en fait dans ce type d'intervention. Donc voilà pour ma prise d'où vient mon métier de formatrice et puis depuis quelques années maintenant je suis en indépendance, en freelance, et puis j'interviens effectivement pour des organismes, toujours aussi pour des entreprises, et j'ai deux grands thèmes, deux univers, on va dire: la formation de formateurs à plusieurs degrés, et puis la formation autour de ce qu'on peut dire les facteurs humains, tout ce qui touche au comportement professionnel, tout ce qui touche aux relations humaines au sein des domaines professionnels. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Eh ben écoute, moi déjà, je trouve extraordinaire que pour un premier épisode, je suis avec quelqu'un qui est sur l'ouverture et les clés. C'est de bon augure. Et puis écoute, ton parcours qui est riche va nous promettre de beaux échanges, je crois. Eh bien écoute, je sais ce que je nous souhaite. Je nous le souhaite. Ouais. Une expérience que je voudrais vous partager, moi, qui m'a marquée et qui résonne à chaque instant, que je rencontre un nouveau public notamment, puisque c'est quelque chose qui s'est situé, si tu veux, à un début de parcours. Alors, j'ai fait plus de parcours longs que de petites formations. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur des demi-journées ou des journées, mais majoritairement, effectivement, j'interviens sur des parcours assez longs et voire même certifiants. Et là, il me vient effectivement une expérience à vous partager et qui m'a amené à comprendre bien que nous avions des publics adultes apprenants, mais auxquels il fallait absolument quand même identifier leur style d'apprentissage. En fait, leur capacité d'apprendre à apprendre. Alors la problématique, comment je peux te la poser ? Donc, il s'agit effectivement d'une formation de futur vendeur conseil en magasin.
Oui. Et si tu veux, la structure pour qui j'intervenais réalisait ce qu'on appelle des tests de positionnement. En fait, ce n'était ni plus ni moins que des tests de sélection aussi. Donc effectivement, cette structure met en place des tests de positionnement, de sélection. Et j'ai la coordinatrice qui, par bienveillance, effectivement, me fait rapidement un topo des profils que je vais prendre et accompagner pendant presque 9 mois hein, en Oui. formation. Je compte les périodes de stage et puis elle m'alerte effectivement sur un profil où il y aura de très très grandes difficultés puisqu'il il aurait eu des notes assez catastrophiques, mais alors catastrophiques notamment en mathématiques. D'accord. Donc quelque chose, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme 3/20. Donc bon, voilà, il Oui, pratiquait déjà effectivement. des notations. Ok, très bien. Et si tu veux, pour cette structure, j'avais sur le master que j'ai passé au CAFOC de Toulouse, j'avais fait une petite période d'application où je leur avais développé des tests aussi des tests, un questionnement autour de la motivation. Oui. Donc moi je suis de nature assez curieuse et j'aime bien avoir la totalité des informations. Donc bon je remercie bien évidemment la bienveillance de m'alerter sur le profil et j'ai tu vois le petit plus avec cette alerte en me disant et en plus sache que cette personne elle vient des Antilles. Je dis bon. D'accord. Ok, ça veut dire que elle met du temps, bien. Bon, bref, comme je fais d'habitude, j'essaie de récolter un maximum d'informations sans trop non plus parce que j'aime bien laisser la place aussi aux premiers jours de formation, aux Oui. présentations. Mais je vais quand même regarder ces fameux tests et je vais regarder tous les tests d'ailleurs. J'en avais 14 sur cette session et je regarde effectivement les tests mathématiques. Je crois qu'il y avait français, culture générale, etc. Et puis il y avait ce petit questionnaire de 4 questions qui les questionnaient autour de la motivation. Pourquoi ils étaient là, quels étaient leurs projets. Je les invitais à fermer les yeux, à se projeter, où est-ce qu'ils se voyaient, etc. Et si tu veux, ça a été un des seuls qui, en lisant ce qu'il a écrit, je voyais parfaitement où est-ce qu'il voulait aller. Quand, D'accord. où, comment, etc. Ah oui. J'avais toute l'info. Et donc le programme se déroule et vient le moment où j'aborde le module spécifique aux mathématiques commerciaux. Donc déjà, je me dis, c'est pas des mathématiques classiques que l'on va faire, ça va être quand même des mathématiques commerciaux. Et si tu veux, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille, parce que bon, tu vois, tu te questionnes en tant que formateur, parce que on t'a posé quand même ce postulat, et voilà, il y aura peut-être effectivement cette difficulté ou ce frein qui va s'avérer. Et je crois que c'était la veille ou l'avant-veille, si tu veux, j'ai tout changé mon exercice. J'avais fait effectivement des exercices sur les mathématiques commerciaux avec hors taxe, TTC, marge, TVA, etc. Et si tu veux, je me suis inspirée et c'est là où depuis cette intervention, je remercie toujours mon public parce qu'en fait, je m'aperçois à chaque fois que j'apprends avec eux. Je me suis inspirée de sa petite histoire pour monter mon cas pratique. Donc son histoire, c'était voilà, il se voyait dans 2 ans ouvrir tel établissement, enfin une boutique spécialisée dans la vente de t-shirts avec des marquages, tu sais, avec des messages ou avec des logos, etc. Donc il avait tout étudié pour ça. Il avait étudié le chiffre d'affaires, la marge, les modèles, etc. Donc, ce qui n'était pas rien quand même. Hein. Oui, tout à fait. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'appétence au démarrage. Il avait fait quand même du méga calcul, tu vois. Oui. Donc, et du coup, effectivement, mon cas pratique, il y avait à peu près 3 cas pratiques. Il était basé sur justement, je suis directeur d'un magasin de fabrication de t-shirts. Tu vois, je souhaite réaliser, etc. Et là,
tu vois, au moment de la lecture de la consigne, alors j'ai pas voulu lui demander à lui parce que ça faisait trop trop Oui, non, mais donc j'ai dit à quelqu'un, voilà, s'il veut bien lire à haute voix la consigne, et j'observais le prénom, pas au passage, Windy, mais c'est un garçon, hein, il s'appelait Windy, et je voyais les yeux qui brillaient. Limite, tu sais, les mains qui se frottent. Oh, super. Ah, génial. C'est mon cas. C'est mon cas pratique, quoi. Et d'ailleurs, c'est un des apprenants qui a trouvé et là aussi, j'ai approché le mot facilitation. Il avait trouvé sur Internet une grille, tu sais, de coef qu'on utilise tout simplement, voilà, après c'est bien de savoir effectivement le décoder. Mais voilà, tout à fait, parce que généralement on va travailler avec des outils informatiques, après c'est bien de savoir comment ça se calcule, mais enfin il avait trouvé facilement, et il l'avait partagé au public. Donc vois-tu, depuis cette expérience vraiment qui a été pour moi révélateur de l'importance vraiment de s'intéresser au style d'apprentissage qui vont favoriser effectivement bien l'enthousiasme, parce que moi je dis, dans tous les domaines c'est le secret pour tout, mais alors là encore plus que jamais. Et puis surtout nourrir le désir d'apprendre à apprendre, parce que derrière il en a voulu encore plus, et si tu veux, comme je dis souvent, il y a des formes d'intelligence. Alors ça ne donne pas une information vraie de vrai, mais enfin ça te donne une direction, et puis ça permet de voir effectivement si tu peux t'inscrire sur cette forme d'intelligence, et généralement quand tu es à l'aise avec une forme d'intelligence, tu ouvres toutes les autres formes d'intelligence. Donc en l'occurrence, pour lui, il n'avait pas la partie mathématico, mais par le biais du jeu, de la mise en situation, de la simulation, ça a ouvert effectivement. Il a pu faire ses logos. Il a monté tout le cas pratique était après de mettre en situation la boutique. Ils étaient 4 par sous-groupe, et ils devaient monter après la situation du cas pratique. Donc vraiment très une expérience qui me marque énormément. Et si tu veux, donc depuis, je prends un temps à chaque démarrage de formation. On peut penser que c'est beaucoup de temps qu'on accorde, mais qu'est-ce que tu en gagnes par la suite, notamment pour tes remédiations ou réajuster, de t'intéresser justement au style d'apprentissage. Alors je sais pas si tu les connais. Moi je t'invite à nous les partager si tu veux. Ouais. Alors moi je m'inspire du modèle de Honey et Mumford. Je sais pas si tu connais. Non, tu vois, je vais découvrir là en même temps que nos auditeurs. Donc ils ont basé leur travail sur Kolb. Peut-être que ça te parle un petit peu, tu sais, la boucle d'apprentissage voilà. Donc ils sont partis de ces travaux-là. Et effectivement, ils ont donc dégagé quatre styles d'apprentissage que l'on peut avoir, mais il y a toujours un qui est dominant, celui par lequel tu vas entrer, tu vas ouvrir les autres styles d'apprentissage. Et l'intérêt pour le pédagogue, quand il conçoit, avant qu'il soit le formateur en face à face, quand tu es le pédagogue et que tu fais ton ingénierie pédagogique, c'est d'avoir justement cette récolte d'informations. Alors moi, tu vois, j'ai fait il y a un test, c'est même pas moi qui l'ai réalisé, un questionnaire qui leur permet effectivement, par des affirmations, d'aller calculer quel est le style d'apprentissage qui domine dans leur acte d'apprendre à apprendre. Donc tu as le actif. Là, effectivement, ça coule de source par le nom. Ce sont des stagiaires, tu sais. Tu as beau amener tout ce que tu veux en théorie, en contenu, eux, ils attendent qu'une chose, c'est la mise en situation.
Oui. Je prends souvent l'exemple quand j'interviens à l'ENAC, des pilotes. Tu as deux cas de figure. Tu as le pilote qui lui a envie de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans le kérosène, ou à quoi correspond tel signal ou tel bouton, et puis tu as l'autre qui a envie que d'une chose, c'est de mettre les gaz, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, et apprendre après. Donc ça, c'est effectivement le actif. Et quand je forme mes formateurs, je dis voilà, soyez bienveillants à l'égard de celui qui pourrait bâiller ou pas vous écouter. Il se peut, voilà, qu'il vous écoute, mais il attend qu'une chose, c'est l'atelier de cet après-midi, ou voilà, ou si vous l'avez positionné dans le lendemain, il attend en tout cas la pratique active. Le passage à l'action, quoi. Et ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc ça, c'est effectivement un style. Ensuite, tu as celui qui est plutôt dans le pragmatisme, pardon. Donc eux, eux, ils veulent du concret. Hein, c'est voilà, tant que ils n'auront pas une vraie boutique, un vrai client, ils auront du mal à se projeter dans la pratique. Donc c'est des personnes qui, eux, par contre, vont voilà, attendre le stage. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez la possibilité d'aller visiter, c'est un honneur pour eux, pour vous aussi, mais parce qu'en plus, peut-être que vous avez des pragmatiques qui, pendant la formation, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs, une personne ne donnait absolument rien pendant la formation. C'était très difficile de l'évaluer sur son savoir-faire. Et lors de ma visite, j'ai été bluffée. En fait, il attendait qu'une chose, c'est d'avoir du vrai, des vrais gens, des vrais clients. Lui aussi, l'action. Exactement, ouais. Donc voilà, ça c'est le pragmatique. Ensuite, tu as le théoricien. Alors là, lui, le théoricien, la théorie, il en veut. J'avais dans ce même groupe d'ailleurs, j'avais une stagiaire, une apprenante, et à chaque diapo, à chaque support, Madame, vous allez nous le donner, Madame, vous allez nous... Je dis, avec toi, j'aurais dû faire un business. Parce qu'elle voulait absolument tous les contenus. Elle avait besoin d'écrits, de ressources formatives. Donc voilà, c'est pour nourrir leur acte d'apprendre, ces personnes-là. Voilà, il faut pas hésiter à fournir voilà du contenu. Exactement. Et le quatrième et dernier donc style d'apprentissage, sachant que tu peux avoir des duos. Hein, moi, j'avais fait moi-même le test. Je suis pragmatique active. Tu vois. Donc, oui. donc le dernier style d'apprentissage, c'est celui-là, c'est ceux qui sont en mode réflexif. Oui. Alors le réflexif, tu vois, il a besoin vraiment d'avoir une longueur de temps. Généralement, il va revenir vers toi une fois que le week-end sera passé, c'est-à-dire au bout d'une semaine, une fois qu'il aura digéré. Il a besoin de prendre de la hauteur. Donc, il faut pas interroger un réflexif dans l'immédiat, quoi. Ça sert à rien. Il a besoin d'une certaine digestion, de relire, de prendre un peu de distance. C'est pas que il participe pas, c'est juste que il est en mode réflexif et faut peut-être revenir le lendemain. Généralement, d'ailleurs, si tu observeras des fois il m'arrive de pratiquer ce que j'appelle les réveils pédagogiques le lendemain de ce qu'on a vu la veille ou l'avant-veille, et c'est souvent eux qui sont pour le coup très actifs. Ouais, les principaux acteurs, on les ils ont eu le temps aussi. Nécessaire pour digérer la chose, et du coup le matin, ils sont open pour te faire des feedbacks. Ouais. J'ai entendu quelque chose au début. Tu m'as dit c'est quelque chose que je partage avec eux c'est-à-dire que toi, tu as ce premier approche où tu vas chercher quel style ils peuvent avoir, mais tu les impliques dans cette démarche pour que cette conscientisation, c'est plus facile après pour eux. C'est quoi ton objectif là ? Alors, déjà, mon intention, c'est que, toujours pareil, quand j'ai en formation, quoi que vous fassiez, c'est une quête de développement de soi, c'est vous connaître un petit peu plus. Hein, Socrate disait connais-toi toi-même, mais pas de trop. Ça, c'est ce qu'on sait pas trop. En dessous de la stèle était écrit, mais pas de trop. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour te comprendre, en fait. Donc là, c'est effectivement une manière de se connaître soi-même sur qu'est-ce qui me permet d'apprendre à apprendre. Et puis c'est aussi par bienveillance à l'égard du groupe, tu vois, d'éviter le jugement ou la critique, le jugement moralisateur ou la critique à l'égard de celui qui pose pas de questions.
Tout à fait, oui. Parce que celui qui est en mode actif ou ou pragmatique aussi, ça peut être dans ce cas-là, mais c'est souvent l'actif. Voilà, pour rester actif, du coup, dans le temps théorique ou même dans la mise en situation, il va te bombarder de questions. Ouais. Et donc, t'as les autres qui disent, ah ben, ok, l'autre il participe pas, il pose pas de questions. Non, c'est peut-être qu'il voilà, il est plutôt en mode réflexif et il a besoin un petit peu de recul. Le théoricien, il va peut-être pas poser de questions parce que le formateur n'a toujours pas donné de support, n'a pas envoyé de contenu en amont sur lequel il peut suivre. On les voit ceux-là, hein, ils te le disent dès le début, Madame, vous allez nous le donner le support. Oui, bah oui. C'est la seule condition pour laquelle il va continuer la journée avec toi. Il lui faut une garantie qu'il a un support. Sinon, si tu dis non, il va aller sur Internet et commencer à chercher et à construire le support en même temps que toi tu amènes un contenu. Donc oui, c'est pour ça. Est-ce que je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'était aussi pour voilà, ça fait partie d'un peu de la cohésion. Et comme souvent ils vont travailler en sous-groupe, il est important qu'ils se connaissent soi, mais qu'ils connaissent les autres, comment ils fonctionnent aussi, pour ne pas avoir justement ce jugement ou cette exigence, voilà, face à quelqu'un qui est théoricien, de lui, voilà, de le mettre sur une pratique, alors que voilà, lui c'est tant qu'il a pas, tant qu'il n'est pas nourri de théorie, ouais, il va pas. Moi, je reconnais énormément de profils, bien sûr, puisque j'accompagne aussi régulièrement des formateurs et puis des apprenants aussi. Hein, je retrouve tous ces profils. Moi, je voudrais, si tu veux, qu'on revienne sur cette espèce de préjugé de démarrage là. Ouais. Tu sais, où on va te dire déjà comment est la personne, et c'est quelque chose que moi je trouve détestable. Et du coup, j'adore ce premier rendez-vous, tu sais, un peu de découverte, quelque chose d'initial, quoi, pour me faire cette première impression. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, tu as repéré un cas, mais sur tes 14 personnes, là, si tu avais 3-4 cas, là, est-ce que tu as déjà essayé de voir comment tu pouvais, est-ce que tu combines justement, par exemple, des études de cas qui viendraient reprendre 2-3, entre guillemets, spécificités, comment tu t'y prends? Pour les autres du groupe. Oui, bien sûr. Par exemple, tu vois, dans ce même groupe, je vais rester sur ce groupe-là parce que j'avais vraiment on a des profils assez hétérogènes, on va dire. D'ailleurs, c'est majoritairement nos publics de plus en plus. Tout à fait. Donc, vois-tu, par exemple, j'avais quand tu démarres une formation, tu fais le tour de table et puis tu demandes éventuellement par rapport à, après avoir présenté un petit peu le programme, où est-ce que je vais les emmener. J'ai décliné les destinations par lesquelles on va passer. Donc j'aime bien quand même collecter éventuellement s'ils ont des attentes ou des besoins particuliers en fonction des thématiques. Tu vois. Et puis j'en avais un, son attente, enfin oui, on peut dire ça, c'est une attente. C'était de remplir son frigo. Ah oui. Il me l'a dit comme ça. Bon, c'est un bon objectif. Si tu veux, sur la partie non verbale, je suis très observatrice aussi. Pour moi, c'est une forme de communication. Tu envoies des messages aussi sur ta posture, sur ton attitude. Et c'est la personne qui est arrivée le premier jour. Voilà, pas de stylo, pas de feuille. Mais dans cette observation-là, j'occulte le plus possible d'interprétation. Je reste dans le ici et maintenant, il est venu, il est là et il est à l'heure. Pour un premier jour de formation, il y a une motivation. Certes, elle ne sera pas la même que celui à gauche ou à droite, mais voilà. Ayant étudié la pyramide de Maslow, je me dis, je peux pas me permettre de me dire, il est pas olé olé comme celui d'à côté qui a sorti le classeur, le bloc-notes, le carnet, les stylos noirs, les 4 couleurs et tout. Voilà, c'est chaque être est unique et voilà. Et en tout cas, ce que je prends, c'est l'action. L'action, il est qu'il est là et donc il me dit effectivement. Bah moi mon attente, madame, c'est que je puisse remplir mon frigo. J'essaie de creuser, je dis donc si j'ai bien compris, en fait, vous avez besoin que soit garantie la fameuse indemnité
parce que c'est des formations financement région. Et donc, ils avaient une indemnisation de la région voilà, ou avec Pôle emploi aussi, un maintien en tout cas de ressources. De ressources. Et je prends l'attente, ouais. Je prends l'attente et le besoin, et je peux te garantir qu'à la pause, je suis allée voir les assistantes de formation, elles étaient 3, et je suis allée voir celle qui était dédiée sur mon parcours, et je lui dis, voilà, cette personne-là, attention, faut vraiment que vous ayez bien enregistré les présences, etc., etc. Il faut qu'il ait aucun couac. Oui, tout à fait. Parce que je pars avec lui de ça comme attente. Et vois-tu, c'est une attente le premier jour, et puis la formation se passe, et vers la fin, un peu comme ce qu'on échangeait sur les préparations aux certifications, j'avais mis en place pareil des blancs pour qu'ils puissent essayer. Et puis il vient me voir en rigolant, il me dit Fatia, j'ai quelque chose à vous demander, mais vous allez rire. Alors, j'ai dit, tant mieux. J'ai dit, déjà qu'on vient de passer 2 jours de préparation et tout ça, fais-moi rire. Je suis preneuse, avec grand plaisir. Et il me dit, ben voilà, en fait, vous vous rappelez, je t'avais dit, cette formation, j'avais pas de souhait particulier. L'école, il en avait fait une très mauvaise expérience, il voulait même pas en entendre parler. Donc voilà, pour lui, il était là pour remplir son frigo. Il me dit, il s'appelle Pierre, Pierre. et il me dit, voilà, en fait, j'aurais voulu avoir un coaching de votre part, parce qu'en fait, demain, j'ai un entretien à l'école Vidal pour faire le BTS MUC à l'époque en alternance. Et je lui dis, je sais, je vois pourquoi tu me dis que je vais rire. Parce que pour quelqu'un qui avait juste une attente de remplir son frigo, qui s'était froissé avec l'école, voilà que tu m'annonces que tu veux poursuivre encore 2 ans de plus en BTS. J'ai dit, mais c'est formidable, c'est formidable. J'ai étudié le CEP, le sentiment d'efficacité personnelle de Bandura. Je sais pas si ça te... Oui, et là, je suis ravie, il a bougé son curseur, donc c'est là qu'on mesure aussi le chemin que eux parcourent pendant les dispositifs. Il y a quelque chose que tu as dit aussi au début, c'est initialement tu as dit, oh là là, moi j'ai totalement tout refait, mon intervention, j'ai refait mon étude de cas. Et du coup, moi dans les accompagnements que je fais de formateurs, tu sais, on a une très forte rigidité autour du contenu, où les formateurs pensent, et à juste titre au début, que le contenu c'est quand même quelque chose de stable qu'on contrôle, mais en vérité on se rend compte assez vite que c'est ce qui peut nous déstabiliser, puisque on est dans cette espèce d'échange où on voit que ce qu'on fait ça marche pas, mais on le tient quand même, on lâche pas le truc. Et du coup est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là justement qui est importante dans cette construction du formateur, où justement il va passer d'un moment où il a une espèce de lâcher prise de son contenu, moi je rencontre beaucoup quand je forme des formateurs en FPA, et du coup ce moment où ils disent mais oui c'est mieux, voilà. Mais il faut qu'ils vivent cette expérience, et est-ce que toi tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu as observé, comment tu le fais, et ce que ça fait quand toi tu le fais par exemple? Ouais, tout à fait. Alors j'ai démarré un peu comme pas mal, où on se dit ce que j'ai travaillé pendant 2 semaines, hors de question de bouger un iota, c'est super, c'est sublime, moi ça me parle, c'est parfait. Et c'est vrai que face à un public où tu vois que ça prend pas, et l'ego t'invite à te dire mais c'est toi le professionnel, eux ils ont du mal parce qu'ils ont des difficultés, mais alors j'ai fait l'équivalent d'un saut quantique sur ça. Et ce qui m'a permis de le faire, c'est j'ai rejoint un petit peu mon approche sur le socio-constructivisme en fait, où je laisse une part maintenant dans mon ingénierie pédagogique, je laisse toujours une marge à peu près de 20% sur 100% du temps d'animation, où déjà je peux bouger les choses. Et puis j'essaye aussi toujours de prévoir un plan B. Mais le plan B peut ne pas aussi convenir. Alors idéalement, c'est pour ça que c'est bien d'aller collecter un petit peu les attentes, parce que si tu as les attentes cette fameuse première journée ou demi-journée où
demi-matinée que tu prends, ça te permet rapidement de jeter un coup d'œil sur ce que tu avais prévu. Est-ce que c'est bon, ou est-ce que tu laisses, est-ce que tu rajoutes, est-ce que tu enlèves, etc. Je dis à la fin de la formation, tu sais, moi je suis quelqu'un qui reste énormément debout, hein, je m'assois très peu. Et le dernier jour de la formation, notamment de formateurs, et ça c'est une symbolique très très forte, je leur explique, vous savez pourquoi, vous êtes assis et très souvent, voilà, nous formateurs, l'intervenant est debout. Ils me disent, parce que vous animez. Et je dis non, parce que je suis à votre service. Oui. Je suis là pour vous servir de la plus belle des manières, en espérant pouvoir répondre à vos attentes. Et donc, comme généralement ils vont certifier, donc je leur dis maintenant, moi je vais m'asseoir et vous allez vous lever parce que vous allez passer la certification et que demain c'est vous qui allez être de l'autre côté et être debout pour servir justement un public qui est là et qui est là pour attendre de recevoir des choses de notre part. Donc j'ai appris effectivement à réajuster, à accepter effectivement que ce que j'avais conçu, et moi là de suite il y a une expérience, tu vois, c'était avec un public d'élèves ingénieurs à l'ENAC. Je crois que c'était la deuxième session. Il y a des parcours assez longs que je fais à l'ENAC, et là en l'occurrence c'était sur une semaine en continu. Des personnes qui étaient parties en stage de césure, donc à peu près 3 à 6 mois pour certains, ils avaient certifié. Donc ils avaient même validé, et on leur faisait revenir sur Toulouse parce que certains étaient déjà positionnés dans des aéroports ou aérodromes, sur des sites, hein, auprès de la direction de l'aviation civile, et du coup là ils revenaient à Toulouse, voilà, pour la certification, pour la remise de diplôme et pour passer une semaine sur les facteurs humains. Si tu veux, moi, j'avais pas toutes ces informations en amont. Faute à moi de ne pas m'être renseignée. Ça aussi, c'est très formateur. Je me dis, voilà, il faut prendre du temps à aller questionner le commanditaire, sur quel contexte, d'où ça vient, etc. N'ayant pas ces informations en amont, mais je partage pendant la pause, avec un confrère qui, lui, ça faisait 2 années de suite qu'il faisait ce module. Et je lui dis, là, le public, ils sont 16 et je les sens très en colère. Enfin, ça fonctionne pas, on va reprendre l'après-midi, mais et là il me dit, t'as vu les thématiques qu'on aborde, il y a quand même la gestion de conflits. C'est vrai que ça fait partie du programme, tu vois. Je peux pas faire comme si il y avait pas un conflit là, quelque chose. Donc j'ai bazardé tout le contenu de l'après-midi, hein. Et pourtant c'était des superbes animations, des ateliers sympathiques où il fallait concevoir un journal, faire une presse, la une d'une presse, etc. J'avais les feutres, les post-it, tout ce qu'il fallait, les journaux. Et j'ai bazardé ça, et si tu veux, j'ai passé un temps plutôt à les écouter, à les entendre, à me partager, voilà, leur mécontentement de cette programmation qui vient maintenant, qu'ils auraient voulu voir avant aussi, parce que ça les aurait aidés dans certains cas, etc. Donc j'ai passé 2 heures, ils étaient 16 ou 18 sur ce premier groupe à faire. Chacun devait exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leur colère, pour désamorcer une situation conflictuelle et aller dans la compréhension sans pour autant annuler la session, hein, mais du coup j'avais une meilleure compréhension. Ouais. On se rend compte à l'échange avec nos groupes qu'à un moment donné, moi j'appelle ça les laisser respirer. Ouais. C'est-à-dire, et tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure dans ta dimension de réadaptation de ta proposition socio-constructiviste. Tu disais que tu laissais 20% de l'intervention, de la création, quelque chose qui va pouvoir vivre dans l'aléa. Ouais, tout à fait. Voilà. Écoute, ça nous permettra d'évoquer dans d'autres dimensions. Moi, j'ai vécu des expériences où j'ai fait carrément construire le cours aux étudiants. Sublime. Ça donne des résultats hors du commun. Et ça sera un échange parce que c'est d'une richesse extraordinaire. Ah oui, et en vérité, quand on se dit qu'il faut être centré sur l'apprenant, au-delà de la centration, c'est partir de lui.
Et là, je retrouve totalement tout ce que tu me décrivais, de dire, bah oui, écoute, il est différent, on a noté que, bah oui, mais tout compte fait, si on le regarde pas sous cet angle-là, ça va bien fonctionner. Et effectivement, on retrouve dans ces pratiques, et ça sera certainement le but de ce podcast, de venir échanger sur toutes ces petites finesses, de tout ce qui est pas écrit dans le manuel, en vérité. Tout ce qu'on a plaisir à regarder germer, pousser, et se dire waouh, super, et d'avoir quelque chose en termes de formateur qui est extraordinaire, c'est de dire ouais, mais du coup c'est pas moi qui ai fait, quoi, et j'ai accompagné. Et ça, exactement. C'est une citation, si tu veux bien, je vais te la partager. Moi, elle a fait sens en ma pratique. C'est une citation de Joseph Templier, le Templier, qui dit ainsi: accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place, mais c'est être à côté. Et là, quand tu as fait ce job, voilà, tu n'es pas dans la tristana, mais dans l'accompagnement. Et donc, les personnes, vont vers de l'autonomie, grandissent. Moi, j'ai plaisir quand j'ai un stagiaire qui vient me voir, me dire, en fait, tout ce que vous nous avez amené, tout ça, enfin, moi, j'ai pu le voir, j'ai pu le trouver par. En fait, on n'a pas besoin de vous, tu vois. Et l'ego formateur a envie de dire, oui, non, pas du tout. Et là, je dis, j'ai fait mon job. J'ai fait mon job. Vois, j'étais dans la même dimension. J'ai été content de dire l'autre jour à un groupe d'apprenants, qu'est-ce que je suis content que vous ayez pu apprendre bien au-delà de ce que je comptais vous enseigner. Et ça, c'est ça les vraies rencontres. C'est l'idée, c'est cette idée-là qu'on veut porter dans nos témoignages, dans notre podcast. Et je vois bien à ce premier échange avec toi que bah oui, on est là, on est dans cette réalité, et je vois vraiment du sens à partager ces expériences, à parler aussi de nos doutes, parce que quand on remet tout en question comme ça 2 jours avant, ça veut dire que on s'interroge profondément, sincèrement aussi, parce que lâcher son truc, c'est pas facile, lâcher son contenu, lâcher son orga, voilà. Et du coup, il va falloir qu'on puisse, à travers ce podcast, à travers tous ces témoignages, et le tien, on est d'une vraie force, montrer à quel point oser, essayer, alors se tromper aussi, parce que on a tous raté des trucs. Voilà, mais on n'a pas honte de ce qu'on a raté. Moi, ce que j'aurais honte, c'est d'avoir raté puis de re-rater après, encore pareil. Oui, c'est plutôt ça. Oui. Du coup, on apprend bien de nos erreurs. Chemin vers l'humilité, vraiment. C'est pour ça que les premiers jours, une fois qu'ils se sont présentés, je démarre en leur disant merci, parce que je sais d'avance que je vais énormément apprendre. Et là, ils me regardent avec des yeux ronds, ils disent, on en est venu pour apprendre. Et ils le comprennent après. Je dis, attendez, madame, c'est pas ça, moi je viens pour apprendre, moi, madame. Et non, parce que je vais aussi m'élever avec vous, et ils le comprennent au fur et à mesure, avec les partages et la co-construction, justement, puisque parfois ils maîtrisent des outils ou des contenus, ou ou une méthode auquel nous on s'est un peu éloigné, ils te la revisitent, et ça c'est génial. Oui. C'est génial. Oui. Fatia, si tu devais donner 1 ou 2 conseils à nos formateurs et nos formatrices, à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux comme conseil? Partager avec nous? Ayez de l'enthousiasme. Mais vraiment, si tu regardes la définition étymologique du mot, tout le secret est là. Ayez de l'enthousiasme. Alors, je sais que c'est pas tous les jours facile, selon les conditions, selon on te réduit un temps, tu en as un peu plus t'as un peu plus de stagiaires que ce qui était prévu, mais j'aime à dire. Moi, si tu veux, je touche maintenant vraiment de très près l'impression que je ne travaille pas, en fait. Tu vois, à un tel point que des fois j'oublie de faire mes factures. Ça me fait rire.
Ah merde, j'ai pas fait les factures. Mais vous n'avez pas envoyé. C'est l'amour, voilà, l'amour, l'enthousiasme. C'est voilà, tant qu'il y a ça, voilà, entretenez-le, nourrissez-vous de ça. Si un jour ça devait être délicat, questionnez-vous. Hein. J'avais croisé une ancienne formatrice qui est devenue plutôt responsable maintenant de centre, mais avant d'être responsable de centre, elle était donc formatrice et puis elle a essuyé un temps où elle est revenue sur ses premiers métiers. Puis elle m'a dit, moi j'ai arrêté quand à un moment donné je me suis rendu compte que je n'aimais plus le public. Enfin, j'aimais plus tu vois la relation d'aide, parce qu'elle avait mis beaucoup de relations d'aide. Elle dit ça m'était et pour eux effectivement, et je trouvais ça vraiment c'est de la maîtrise de soi, de se permettre de dire voilà, j'aurais pu continuer et dire bah c'est pas moi qui ai un problème, c'est eux, c'est un public difficile, c'est un public fragile, parce qu'elle était sur des publics dits entre guillemets fragiles, mais elle m'a dit non pour par respect pour le public, je sens que je ne suis plus voilà dans cette patience, dans cet amour de ce métier. Elle est revenue effectivement à ses premiers métiers. Mais maintenant elle est responsable de centre, mais voilà, elle me dit moi je peux pas animer, je peux pas accompagner. Donc ouais, le conseil c'est ça, c'est ayez de l'enthousiasme, de l'amour mettez voilà l'intention amour. Hein, moi je m'inspire beaucoup des il y a l'objectif qu'on met, les objectifs pédagogiques, formation, puis ce qui accompagne souvent un message, c'est aussi son intention. Quelle est l'intention? Oui. D'ailleurs, on est assez surpris de ce que nous disent nos apprenants. Hein. Tu vois, dans cette dimension de prise, de prise en compte de l'autre. Moi, j'ai accompagné il y a 1 an et demi une jeune femme qui était femme de chambre, qui est rentrée dans un dispositif sans diplôme, qui est un dispositif de formation au métier du digital. Elle a validé 2 titres pro à Bac+2 de développeur web et de designer web. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle retenait de sa formation, de cet 1 an d'efforts intenses qu'elle avait produit, d'accompagnement qu'on avait eu avec elle, elle m'a dit écoute, tu m'avais dit que tu me faisais confiance, et c'était vrai. Et du coup, on se dit oui, je crois que ça tient là-dessus, puisque tout le reste, on l'avait, le contenu. Mais justement, les messages qu'on lui avait tout le temps envoyés, qui étaient des mauvais messages, hein, elle avait aussi fait de mauvaises expériences qui nourrissaient ce mauvais état. Et du coup, qu'elle puisse me dire non, mais tu m'avais dit que tu me faisais confiance, et c'était vrai. Ça nous apprend beaucoup sur notre métier. Et c'est vraiment dans ces dimensions-là, dans cette approche-là, hein, cette approche métier qui est pas une approche construite, technique, organique, technologique. Non, il y a de la relation humaine hein, quand même. Qui a besoin de tout ça, mais nous sommes avant tout des passeurs. Et dans ce que l'on passe, on doit passer justement cet amour, hein, cet échange, cet amour de ce que j'ai réalisé en tant qu'apprenant, cette fierté. Cette notion de chef-d'œuvre qu'on va retrouver chez les compagnons et qu'on doit valoriser au quotidien hein, auprès de nos apprenants. Ils réussissent, il faut les encourager, il faut que ce soit... faut pas leur raconter la messe, ils attendent pas ça, mais juste leur laisser le temps de célébrer aussi. Et c'est des temps importants dans la formation. Et ça, tous ces éléments-là, on y reviendra, je l'espère, à travers les échanges qu'on aura. Tu parlais de Kolb tout à l'heure, cette dimension réflexive qui va dire, voilà, pour comment je m'y suis pris, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. C'est quelque chose de très important et on pourra expliquer, nous, des processus où on va demander aux gens sur une demi-journée dans la semaine, d'échanger sur ce qu'ils ont fait, pourquoi on le fait, pourquoi on est dans ce parcours et à quel moment on fait ça et pourquoi on le fait. C'est aussi important que de le faire, tout qu'on fait ensemble. Bien sûr. Bah, c'est ce que je souvent le conseil, on va dire général, au-delà de la posture de facilitateur, d'accompagnateur, de médiateur aussi, hein, de plus en plus. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu. Enfin, le métier du formateur va se positionner à 70% plus dans dans de l'accompagnement, dans des postures dites de l'apprenance, hein, qui sont que voilà, c'est pas la formation qui est au cœur du système, mais c'est effectivement les apprenants. Hein, et j'aime à dire, voilà, donner du sens.
Notre rôle, c'est donner du sens. On est sur un public en plus d'adultes, je dirais que même au niveau de la formation initiale, mais plus que jamais en formation continue, faut que ça ait du sens pour les personnes. Et là, vous pouvez embarquer, avoir des transparences au niveau des relations, des ouvertures aussi, d'échanges, de partage, qui peuvent tout aussi bien venir d'eux aussi. Donc, donner du sens. Tout à fait. Écoute, Fathia, moi je te remercie pour ton témoignage. Merci à toi de me le permettre. Oui, écoute, pour donner un petit peu d'infos, alors comment on s'est rencontrés Oui. Écoute, depuis des années, on est tous les deux sur des réseaux sociaux autour des métiers de la formation, autour de groupes de formateurs. Et puis, écoute, moi, j'avais remarqué cette bienveillance dans tes interventions, toujours ce soin de l'autre. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de t'accueillir dans le podcast, qui plus est sur le premier épisode. On aura certainement la possibilité et l'envie de faire d'autres choses ensemble sur le podcast, d'avoir d'autres discussions. Et je voulais encore vraiment te remercier pour ce partage, cette sincérité. Et puis, écoute, pour le sens que tu donnes tout compte fait à notre métier de formateur et surtout de formatrice. Merci à toi de permettre encore un superbe outil, le podcast, et qui, j'en suis sûre, toujours pareil, contribuera à rendre meilleur le monde de la formation professionnelle. Merci à toi. En tout cas, je l'espère, et ça sera, en tout cas, c'est notre objectif. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, Fathia. Au plaisir de l'échange. Merci.